tous et à toutes. Merci d'être là, bienvenue. Qui l'eût cru, qui l'eût cru il y a moins de 6 mois, alors qu'on était une toute petite poignée à avoir repéré un site internet qui venait de sortir. Et aujourd'hui, regardez-moi ça, on est combien? 300, là, quelque chose comme ça. On est 300 ici, on est environ 600 en Pays de la Loire, adhérents. On est 9000 adhérents en France, on est 18 000 sympathisants. Il n'y a pas une dynamique aussi forte qui s'est créée dans une histoire politique depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'y en a pas une aussi forte. Et vous pouvez cliquer à bloc. Merci Benoît. C'est grâce à des gens comme Benoît que nous, citoyens, est une réalité aujourd'hui. Tu n'es pas un pro de la politique, mais je te rassure, tu fais aussi bien que les pros. Cette introduction, l'organisation de l'événement, tout ça, c'est très impressionnant. Le réveil citoyen, il a commencé. Il a commencé, comme vous le savez probablement, au mois d'octobre, par cet appel sur Europe 1. Nous étions une centaine de citoyens issus de toutes les catégories socio-professionnelles et a lancé cet appel au réveil. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement 9000. Et ce chiffre grandit tous les jours. Ce réveil citoyen, c'est une absolue nécessité. Et les événements quasi quotidiens viennent confirmer la nécessité de ce réveil. Et tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, il faisait allusion évidemment à toutes les affaires, Copé, Buisson, Sarkozy, Taubira, il y en a encore eu, Aquilino, Morel, il y a quelques jours, ils font tout pour nous aider, nos professionnels de la politique, effectivement en nous montrant qu'une hyper-professionnalisation de la vie politique, eh bien, ça entraîne des comportements qui ne sont pas appropriés, qui font que les gens se battent pour rester aux commandes le plus possible et sont plus du tout dans des logiques de service de l'intérêt général, mais ils sont là pour se servir, plus du tout dans des logiques de mission, et plus à, malheureusement trop souvent, profiter de la République et parfois de ses cireurs de chaussures, en tout cas de ceux qui habitent pas très loin de l'Élysée. Donc, réveil citoyen qui est une nécessité. On a la chance de vivre dans un pays qui est exceptionnel. Le premier message qu'on a fait passer, ceux qui nous suivent s'en souviennent peut-être, la tribune qu'on avait signée dans Le Monde à l'époque, c'était la France, une surdouée qui s'ignore. On a la chance de vivre dans un pays exceptionnel, d'avoir des Français qui ont un cocktail de talents extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de vérifier avec mes associés, mes collaborateurs, on s'est lancé 2 fois de suite dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains, et 2 fois de suite on a réussi à jouer en Coupe du Monde parce qu'on avait avec nous des Français, des gens qui ont une capacité d'engagement exceptionnelle. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs dans tous les grands pays du monde. Les Français étaient les seuls qui restaient à 7h, à 8h, à 9h du soir. On s'est forgé la réputation de gens qui ne travaillent pas, qui sont des cossins avec les 35 heures, alors que c'est exactement l'inverse. Les Français ont une vraie capacité d'engagement. Ils ont une créativité qui est extraordinaire aussi, qui est connue dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On a la capacité d'avoir des idées avant les autres, de les transformer en produits, en services extrêmement innovants. On peut surfer sur toutes les révolutions technologiques, et puis en plus, on a une maîtrise de la complexité qui est exceptionnelle aussi. Pour toutes ces raisons, moi j'ai la conviction que notre pays devrait connaître à nouveau le plein emploi. Or, ça n'est malheureusement pas du tout le cas, comme vous le savez. Puis on a en plus la chance d'avoir un héritage, la marque France. Quand on voyage à Nantes et un peu partout en France, comme je le fais en ce moment, mais on le vérifie tous les jours. On a ce patrimoine extraordinaire. Surtout pas le moment de nous replier sur nous-mêmes et de dire au reste du monde qu'on ne l'aime pas, un monde qui nous aime, qu'on ne l'aime pas. Donc, encore une fois, on a tout pour réussir. On a tout pour connaître à nouveau le plein emploi, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'on vit sur un modèle qui est dépassé. Et on a aujourd'hui une organisation qui est inadaptée, qui pousse au gaspillage, qui ne pousse pas les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. On est un pays, vous le savez certainement, qui a 40% des collectivités locales d'Europe pour 12% de la population. Alors, le gouvernement actuel s'y est attaqué, et c'est tant mieux, on ne peut que l'encourager, mais il n'a pas de mandat politique pour le faire, donc ça va être très très compliqué. Des gaspillages absolument partout, une absence d'implication due à des techniques de management qui sont archaïques. La gestion des ressources humaines de la plupart de nos administrations repose sur le GVT, le glissement vieillesse-technicité, qui n'est pas le meilleur moyen pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Surfiscalité, surendettement, parce que malgré cette surfiscalité, nous n'arrivons pas à couvrir nos besoins. Il faut encore s'endetter chaque jour à hauteur de 700 millions d'euros, 170 milliards par an, 2 fois le budget de l'éducation, pas pour laisser à nos enfants
des ponts, des autoroutes et des tunnels, mais juste pour financer les transferts sociaux et boucler la paye des fonctionnaires. C'est ça la situation que nous vivons au quotidien, avec un risque évidemment de perte de souveraineté dans ce domaine-là qui est considérable. Une souveraineté qui est entre les mains aujourd'hui, on le sait très bien, on vient de le voir encore récemment à l'occasion de la tentative de renégociation, de la énième tentative de renégociation d'un nouveau délai pour atteindre les 3%, souveraineté qui est entre les mains de nos partenaires européens et surtout des marchés financiers, parce que les partenaires européens sont nos amis, essayent de nous expliquer qu'on a quand même pris un certain nombre d'engagements il y a quelques années et qu'on devrait quand même les tenir pour essayer de préserver cette construction commune qui est l'euro, et que si on ne le fait pas, les marchés financiers ne croiront plus à cette construction commune, ne croiront plus à l'euro et obligeront très probablement une restructuration dans l'urgence du modèle français, diront aux Français, écoutez, vous prêtez à 2% des taux allemands alors vous avez un budget grec, on est désolé, on n'y croit pas, maintenant c'est 10% et vous devez assumer les conséquences, le licenciement probablement dans les semaines ou les mois qui suivent de 500 000 fonctionnaires. Les jeunes Français n'y croient plus, qu'ils hésitent entre la colère et la résignation et le départ. Il y a une étude récemment qui montrait que plus de 60% des jeunes Français de 18 à 35 ans étaient prêts à participer à des manifestations violentes. Ce qu'on a fait, on a fait finalement le travail qu'auraient dû faire les partis de gouvernement. On a regardé ce qu'étaient les grands chantiers, les domaines dans lesquels les choses n'avançaient pas, ne se faisaient pas. On en a sélectionné 9. Et le premier sur lequel on a été amené à s'exprimer au tout début, c'est le fonctionnement de la vie politique. Parce que c'est le cœur du débat. C'est la raison principale, selon nous, pour laquelle le pays est bloqué aujourd'hui. On a une classe politique qui est dominée par deux profils. Elle est dominée par des politiques de carrière. Des gens qui sont là depuis toujours, pour toujours, qui sont dans des logiques de réélection à tout prix, parce que c'est indispensable. C'est une question d'emploi, question de statut social, question de rémunération. Donc quand on est dans cette logique-là, on n'est plus du tout dans une logique de mission. Pas d'éducation, qui est un sujet majeur. Notre système est dégradé régulièrement par les études internationales et par PISA en particulier, avec un des systèmes à la fois les plus coûteux des pays développés et les plus inégalitaires. On réussit l'exploit d'avoir un des systèmes les plus coûteux et les plus inégalitaires en même temps. Quand on est pauvre en France, on est un des pays développés dans lequel on a le plus de chances de rester pauvre. Quand on est fonctionnaire, on ne connaît rien d'autre que le fonctionnement traditionnel de l'État, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assez archaïque, avec une gestion du personnel qui est très traditionnelle, avec l'absence de contrôle de gestion, avec etc. Tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a beaucoup de mal à imaginer autre chose. Ensuite, on ne connaît pas l'entreprise. Donc face au problème d'emploi, on est un peu désarmé, un peu comme une poule devant un couteau. On imagine des solutions technocratiques de traitement social du chômage, les emplois d'avenir qui n'en sont pas, et donc ça ne marche pas non plus. Et une démarche qui vise à réconcilier solidarité et prospérité. Il faut les politiques de solidarité ambitieuses, bien sûr, mais il faut pouvoir les financer. Sinon, on les finance à crédit comme aujourd'hui, et ce sont nos enfants qui les financent, voire nos petits-enfants. Chaque enfant qui naît en France aujourd'hui naît avec 100 000 € de dette, quand même, hein, il faut en être conscient. Une vraie solidarité, elle va s'occuper en priorité des plus vulnérables, des gens qui dorment dans la rue. Il y a eu 450 morts dans la rue l'année dernière, par exemple. Donc on préfère, nous, investir dans des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, que dans des régimes spéciaux de retraite. Donc là, ce soir en particulier, nous lançons le programme des Européennes avec un discours qui est pro-européen, mais bien entendu raisonnable et responsable. Ce qu'on dit sur l'Europe, c'est que l'Union fait la paix. Depuis 70 ans, nous vivons en paix avec nos voisins. Pendant les 70 années précédentes, on a eu 3 conflits successifs avec notre grand voisin. L'Union, bien sûr, elle fait la force. Sur tout un tas de sujets, il faut mutualiser nos moyens, il faut mutualiser nos politiques dans un monde ouvert. Si par exemple on veut aller négocier à l'OMC des réciprocités dans les appels d'offres internationaux ou l'intégration de principes environnementaux, sociaux dans les grands accords de l'OMC, ce qui est indispensable. On a conçu en Europe un modèle fondamentalement humaniste, de ce point de vue-là très en avance sur beaucoup de pays, y compris les États-Unis, avec beaucoup plus d'exigences en matière sociale, en matière environnementale. Il faut défendre ces principes. Pour les défendre, à l'OMC, il vaut mieux faire partie d'une entité de 550 millions d'habitants qui est la plus prospère au monde, plutôt que d'y aller tout seul, un petit pays de 65 millions d'habitants, en difficulté financière, on pèsera beaucoup plus. Nous, on n'a rien fait. On est toujours en train de renégocier des reports. On y est allé il y a 1 an, on y est retourné il y a quelques jours, on s'est fait retoquer, et c'est tant mieux, par nos partenaires européens qui n'en peuvent plus, qui ne croient plus dans les dirigeants politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc pour toutes ces raisons, il faut envoyer à Bruxelles des gens différents, des Français crédibles, des Français qui n'ont pas cet héritage, des Français compétents sur les sujets européens,
Toutes nos têtes de liste sont des gens qui ont une vraie expertise issue de la société civile. Vous verrez Véronique tout à l'heure, qui a une très grosse expertise sur des questions agricoles. On a des têtes de liste qui ont de grosses expertises en matière économique, d'autres sur des sujets sociaux. Débloquer l'Europe, essayer de sortir de cette situation. On est au milieu du gué, donner de la France une image différente, de dirigeants politiques différents, qui ont encore une fois une véritable expertise, un véritable engagement, une véritable crédibilité. Donc voilà ce qu'on cherche à faire à l'occasion de ces européennes. Merci, je laisse Véronique vous expliquer concrètement ce qu'elle va faire. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier et remercier l'équipe nantaise du travail effectué dans des délais extrêmement courts, puisqu'en fait, la campagne européenne est très proche, puisque c'est le 25 mai, et c'est vraiment magnifique d'avoir pu réunir cette salle ce soir. Nous avons d'autres meetings de prévus, bien sûr, à Rennes, à Saint-Nazaire, à Angers demain, au Mans certainement, à La Rochelle, peut-être à Niort, et d'autres, voilà, on espère pouvoir en faire d'autres, parce que c'est vrai que l'idée, à travers les européennes, c'est de faire connaître nos citoyens, bien sûr, mais c'est aussi d'inciter les électeurs, et ceux qui ne se déplaceront pas aux européennes, parce qu'en fait, l'Europe ne les intéresse plus, de pouvoir leur dire que l'Europe, c'est extrêmement important. C'est 70% des décisions aujourd'hui prises en France. À la base, je suis journaliste de formation. J'ai pratiqué le métier de journaliste pendant plusieurs années en presse régionale. J'étais basée à Lyon à l'époque. Et puis, rapidement, j'ai quitté la presse pour me consacrer à la communication spécialisée dans les relations médias. Ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner des dirigeants dans la compréhension des médias pour réconcilier le monde économique et le monde médiatique qui ne se comprennent absolument pas et qui se comprennent toujours très difficilement. Ça, c'est toujours mon métier d'aujourd'hui et c'est un métier passionnant. Et puis en 2001, je suis une gastronome, j'ai toujours été écolo aussi, entre guillemets, mais pas écolo versus ce qu'on connaît aujourd'hui, mais écologiste de la première heure. Je suis passionnée de terroir et en 2001, j'ai entendu à la radio un producteur de fromage au lait cru qui se dépatouillait comme il pouvait devant des questions de journalistes un peu radicales et par cette interview. D'un côté, un journaliste qui ne connaissait absolument pas le sujet et de l'autre, un homme qui était en train de jouer son entreprise. J'ai donc décidé, j'ai piqué un coup de gueule et je me suis servi de mes réseaux de journalistes, communicantes, etc. et j'ai monté une association qui s'appelle aujourd'hui l'association Fromage de Terroir, loi 1901, et j'ai fédéré autour de moi des chefs, des citoyens, des journalistes, des amis, des gastronomes, etc., pour porter la voix des fromages au lait cru un peu partout. Et au fil de l'eau, j'ai découvert en fait une catastrophe en marche. Alors je vais vous parler plus de l'Europe et surtout de l'Ouest, la région ouest où on est aujourd'hui par rapport à l'Europe. Vous êtes dans une région très importante sur le plan agricole et particulièrement sur le plan laitier. C'est vrai que la Bretagne est la première région laitière en France, une des premières en Europe. Si on additionne Poitou-Charentes, qui est la première région pour le lait de chèvre, et ensuite les Pays de la Loire, vous êtes tout à fait leader en Europe pour faire vivre notre agriculture. Pour vous donner un chiffre, en Europe, il y a 12 millions d'agriculteurs sur les 28 pays membres. Aux États-Unis, il y a 2 millions d'agriculteurs. Ce qui montre bien l'écart et surtout la différence de modèle entre nous qui avons su maintenir une diversité de tailles d'entreprises, des petits, des moyens, des grands, même des multinationales en Europe et en France en particulier, et aux États-Unis où finalement il y a une agriculture intensive qui n'a plus tellement de possibilités de revenir en arrière. Ils essayent maintenant le retour à la ferme très à la mode, mais ça va prendre des décennies. Si vous voulez, l'aspect éthique des OGM. Il se passe que les paysans, notamment, je prends l'exemple en Inde, et aujourd'hui c'est pour ça que l'Inde fait machine arrière, les paysans sont obligés de racheter chaque année des brevets. C'est-à-dire qu'un jour vous contractez un brevet avec Monsanto, ça vous achetez le maïs Monsanto, chaque année vous allez être obligé de racheter comme vous feriez pour un produit manufacturé, la semence. Donc vous n'êtes plus propriétaire de votre terre, vous n'êtes plus propriétaire. Donc dans les mesures, enfin pas des mesures, mais en tout cas moi en tant que parlementaire, j'essaierai de toutes mes forces de porter la voix à la fois de la région d'où je viens, puisque je suis basée à La Rochelle, mais aussi évidemment plus largement de l'intérêt général en France. Voilà. Je vais passer la parole à Henri de Bedina, qui est second de la liste et qui va vous parler de sujets plus financiers, notamment l'euro. Je vous remercie.
parler d'un sujet assez austère. Bonsoir et merci d'être ici. Je vais parler des sujets assez austères par rapport à Véronique, qui a parlé avec talent du fromage. Parler de quelque chose de plus abstrait, effectivement, qui s'appelle l'euro, les échanges commerciaux internationaux et la fiscalité européenne. Je suis un entrepreneur, j'ai dirigé les entreprises, j'ai créé les entreprises, et aujourd'hui j'investis dans les entreprises, dans un secteur intéressant, porteur d'avenir, qui s'appelle le numérique. Donc j'aide les entreprises du secteur numérique à se développer et si possible à devenir des champions internationaux. Puis, si vous regardez le problème de l'emploi, vous avez plusieurs pays européens où le taux de chômage est supérieur à 20%. La Grèce, bien sûr, tout le monde le sait, mais l'Espagne et le Portugal, qui sont des grands pays européens. Vous avez des pays où le taux de chômage est nettement supérieur à 10%, la France et l'Italie. Mais surtout, et ce qui est plus grave, et c'est ce qu'a évoqué Denis tout à l'heure, le taux de chômage des jeunes prend des proportions apocalyptiques dans certains pays. Il est supérieur à 50% en Grèce, en Espagne et au Portugal. À tel point qu'un Premier ministre portugais a dit à ces jeunes: il n'y a pas de travail pour vous au Portugal, partez, allez en chercher ailleurs. Nous, citoyens, nous pensons qu'un tel discours est inacceptable. L'euro, nous ne sommes pas, à nous citoyens, pour l'éclatement de l'euro ou la sortie de l'euro. Nous sommes pour la maîtrise du taux de change. Même la Suisse, et plus récemment le Japon, ont décidé de gérer leur taux de change. C'est très intéressant l'exemple suisse. La Suisse est un pays où beaucoup d'argent arrive pour des raisons non pas industrielles mais financières, à un point que l'industrie suisse, car il y a une industrie très très efficace et très tonique en Suisse, l'industrie suisse commence à souffrir. Qu'est-ce qu'ont fait les Suisses? Ils ont dit: c'est insupportable que parce que des chefs d'État africains veulent placer leur argent en Suisse, nos industriels souffrent. Ils ont dit: on va faire quelque chose de très très simple. On va fixer un taux de change, et ils ont fixé un taux de change très précis. Ils ont dit 1 euro égale 1,20 franc suisse. En dessous, si le franc suisse donc, monte, ou si l'euro descend, si vous voulez, la Banque centrale suisse a décidé d'acheter de façon illimitée des devises étrangères. Et la loi de l'offre et la demande, si vous voulez faire baisser votre monnaie, vous achetez. L'Europe doit absolument retrouver la maîtrise de son économie, et c'est la condition pour retrouver un niveau d'emploi qui soit enfin acceptable, et pour sortir d'une situation qui est une situation aujourd'hui de crise. L'Europe aujourd'hui, et spécialement l'Europe du Sud, et bientôt la France, j'espère que non, mais malheureusement on en prend le chemin, est dans vit aujourd'hui une crise économique comparable à la crise de 29, qui a traumatisé beaucoup l'économie européenne et mondiale avant la Première Guerre mondiale, et qui d'ailleurs a peut-être été une des causes de cette Deuxième Guerre mondiale. Si vous avez des questions, bien sûr, je serai à votre disposition dans les minutes qui suivent. Avec les colistiers qui sont là, tous ne sont pas là ce soir, puissent nous rejoindre sur la scène pour